On se servait du chlorobenzène à l'époque pour désherber, c'était un antigerminatif qui était utilisé dans la culture du maïs. C'était un très bon produit, très efficace d'ailleurs, puisque la molécule de benzène était ajoutée à du chlore pour avoir une meilleure pénétration cellulaire, meilleure pénétration dans les cellules végétales pour détruire les mauvaises herbes, mais aussi dans les cellules animales. La preuve. Les préconisations d'emploi par la firme Monsanto sur le produit que j'ai utilisé, en l'occurrence le Lasso, il était marqué qu'étant donné la faible toxicité de ce produit, aucune protection de l'utilisateur est nécessaire. C'est la raison pour laquelle on a pu attaquer la firme, parce qu'il y avait mensonge. Si je me suis empoisonné, c'est parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mensonge des firmes, qui m'ont dit que ça craignait rien. Quand vous roulez avec une voiture dans les champs, vous avez des poussières qui volent, et ben c'est comme ça que je me suis contaminé en respirant ces poussières-là. C'est pas le produit directement, c'est le dépôt du produit sur les poussières qui rentre dans les bronches et qui vous contamine. Et c'est comme ça qu'à force, après des expositions, c'est ce qu'on appelle une intoxication chronique, et ben je me suis empoisonné, quoi, et ça a déclenché la maladie, quoi. Donc c'est une forme de cancer, et il n'y a pas de développement de métastase dans le myélome, mais c'est une forme de cancer extrêmement dangereuse et qu'on arrive à traiter maintenant, mais à l'époque où elle a été découverte, c'était une maladie qui était 100% mortelle. Ah, c'était plus que pénible, parce que quand vous avez fait des changes de chimiothérapie ou des greffes de moelle osseuse, parce que j'en ai eu 3, et qu'il faut continuer à assurer le travail sur l'exploitation, parce que les indemnités que je touchais ne me permettaient pas de payer un salarié pour me remplacer. Donc il y a des voisins qui sont venus m'aider, il y a mon fils que j'ai beaucoup sollicité, et puis sinon il fallait prendre sur soi, et puis pas compter sur ses douleurs, et puis faire le travail. J'avais pas d'autre choix. Je pense que 8 ans de chimiothérapie, de corticothérapie et de radiothérapie, et 3 greffes de moelle osseuse, ça peut compter comme pénibilité. Ben, j'ai droit à rien, je dois aller jusqu'à 62 ans. Donc comme j'ai 60 ans, il faut que j'exerce encore ma profession 2 ans. Au départ, quand j'ai entamé ma procédure contre Monsanto, j'ai eu des retombées très négatives de la part de la plupart de mes collègues. Ils m'ont dit « mais t'es en train de tout foutre par terre, ça va être épouvantable ». Effectivement, ça a conduit au retrait de certaines molécules, mais je pense que c'était nécessaire de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont pris conscience de ça. Je pense que le but de l'agriculture et de l'agriculteur, c'est pas d'empoisonner les gens, ni de détruire l'environnement dans lequel on vit. Je pense qu'ils ont pris conscience de ça, mais ça leur a fait un choc. Ça leur a fait un choc, hein. Ça, c'est certain. On est pris dans une espèce de piège productiviste dans lequel, malheureusement, très peu peuvent s'échapper. Je vous donne un exemple concret. On a eu une période, un printemps quand même relativement sec, et j'ai dit, je ne mets pas de fongicide sur mes blés. Contrairement à ce que la coopérative voulait me faire faire. Donc j'ai pris mais qui a pris le risque financier de ça? Parce que moi, je suis une entreprise, hein. Un agriculteur, c'est une entreprise. On a des comptes à rendre. Aux banquiers, on a des comptes à rendre, il faut qu'on soit rentable. Eh bien oui, mais le risque d'avoir une perte de récolte, c'est moi qui l'assume. On demande des efforts aux agriculteurs. Les agriculteurs ont accepté ces efforts et ils ont fait des efforts considérables vis-à-vis de ce qu'on pratiquait il y a une dizaine d'années. Il faut continuer, c'est vrai, mais il faut aussi les encourager. Il ne faut pas les abandonner. Je m'appelle Nicolas. Je développe sur l'exploitation depuis maintenant 10 ans l'activité de production de fruits et légumes. Une activité totalement différente de celle de mon père. Mon père est tombé malade en 2001 à la suite d'un accident tout à fait bénin, un accident de travail. Et donc du coup, après une analyse de sang, on a découvert sa maladie. C'est un myélome, donc tumeur de la moelle osseuse. Les médecins ont découvert que c'était une intoxication due aux produits phyto. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris conscience que finalement ce qu'on mettait dans les champs était réellement dangereux. De voir son père
malade, atteint d'une maladie mortelle, on prend forcément conscience du danger et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'orienter vers une autre voie. Je limite au maximum les produits, donc je veux que les produits soient de bonne qualité. À l'école, en cours, les professeurs ne parlaient jamais de la dangerosité des produits. On avait des cours en agronomie, on parlait rarement des produits phytosanitaires. Rarement, très rarement. Et notamment la dangerosité. J'ai déjà pris pas mal d'échecs sur certains produits, ça c'est sûr, que j'ai abandonnés ou réessayé différemment. Je préfère perdre une partie de la récolte, mais au moins ne faire l'impasse sur les produits qui sont malheureusement dangereux. Ce que j'utilise beaucoup, c'est larves de coccinelle, lotion de plantes, à base de plantes, en infusion, qui permettent de limiter l'usage des produits phytosanitaires. Alors que c'est pas bio parce que j'ai pas le label, mais qui sont sans traitement toxique sur les produits que je vends. Il y a d'autres solutions alternatives qui permettent aux agriculteurs de s'échapper du système productiviste qui a ruiné les agriculteurs. Le productivisme, c'est une fuite en avant, une course en avant, et du jour au lendemain se dire on arrête, on change de voie, c'est ça qui est très difficile. Essayer de passer une marche arrière à 130, c'est très compliqué. Ça me ferait mal au cœur d'exercer dans les conditions dans lesquelles mon père les exerce, ça c'est sûr. Je pense qu'il est content de me voir exercer ce que je fais. Je sais pas si c'était bien, mais je fais de mon mieux. J'espère qu'il réussira dans la voie qu'il a choisie, quoi. Et puis que ce sera moins compliqué pour lui que ça l'a été pour moi. La France a utilisé beaucoup de produits phyto finalement assez tardivement par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. C'est arrivé à un moment où il y a eu une politique délibérée de ce qu'on appelle entre guillemets modernisation de l'agriculture. La technologie pesticide était une technologie qui était utile, qui a été considérée comme utile à partir des années 50-60 et qui en fait s'est largement diffusée dans les campagnes dans les années 1970. Elle a été considérée comme une technologie utile parce qu'elle apparaissait à l'époque comme un moyen de produire beaucoup avec une main-d'œuvre relativement faible. L'utilisation massive des pesticides, elle est aussi liée à l'exode rural, à une époque où, il faut le dire, l'activité agricole était considérée un peu comme un repoussoir aussi pour un certain nombre de personnes qui étaient nées dans le milieu agricole, qui ne se voyaient pas vivre comme leurs parents. Pourquoi on utilise beaucoup de pesticides? Parce qu'aussi on est un pays très agricole, qui est très exportateur sur beaucoup de cultures. Le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on crée un écosystème, quand on veut supprimer les pesticides ou réduire les pesticides, c'est pas une technologie qu'il faut enlever, c'est tout un écosystème qu'il faut changer, quoi. Avec des intérêts économiques qui sont en place. Alors, l'exemple tout simple que je pourrais donner, des coopératives qui se montent avec une professionnalisation des coopératives, des gens qui sont des salariés dans ces coopératives, qui ont besoin pour justifier leur salaire de vendre, de faire du chiffre d'affaires. Donc ils ont besoin de clients qui achètent leurs produits, que ce soit des semences, des pesticides. Ça crée un système en fait, un écosystème de la modernisation, qui a besoin de cette technologie pour pouvoir survivre et augmenter. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe du sujet aujourd'hui? Je dirais que ça a commencé à bien monter dans les années 90, à la fin du XXe siècle, où il y a déjà toute une série de préoccupations qui montent autour des méfaits des pesticides, mais principalement pensées au prisme de l'environnement. Les questions de santé au travail, par contre, et du lien entre exposition professionnelle aux pesticides et santé des agriculteurs, elles sont venues plus tardivement dans le débat public, plutôt à la fin de la première décennie des années 2000. Alors, un des canaux principaux par lesquels ce sujet-là est monté, c'est d'abord le canal judiciaire. Je pense en particulier au procès de Paul François contre Monsanto, mais c'est pas le seul. Il y a un vecteur très important aussi, qui est évidemment la production de données scientifiques. C'est aussi parce qu'il y a eu une mobilisation inédite en agriculture, c'est-à-dire une mobilisation de victimes, donc phytovictimes, qui a été fondée au début des années 2010.
Bien souvent, les agriculteurs qu'on a rencontrés étaient initialement plutôt réticents, y compris quand ils tombaient malades et qu'ils faisaient le lien avec l'exposition aux pesticides, à demander une réparation, une indemnisation pour leur pathologie. Si les agriculteurs rentrent dans les procédures, c'est souvent parce qu'il y a une incitation forte d'un tiers, qui bien souvent est le conjoint, parce que bien souvent l'agriculteur se sent en fait responsable de ce qui lui arrive. C'est plutôt chemin faisant qu'ils vont se rendre compte qu'en réalité, il peut y avoir des responsabilités en jeu qui ne sont pas du tout les leurs. Nous, ce qu'on a bien vu, c'est qu'on ne devient pas victime des pesticides du jour où on contracte une maladie, mais il y a toute une série d'étapes qui fait qu'on devient victime en réalité. C'est-à-dire qu'on se sent progressivement légitime à se dire victime d'un préjudice et à exiger une reconnaissance du tort subi et une réparation. Il y a des freins économiques. Les agriculteurs sont des gens qui ont souvent des investissements très lourds et il peut être difficile quand on est pris par des créanciers, par des engagements vis-à-vis de coopératives, de fournisseurs multiples et variés, d'envisager un changement de technique. C'est pas évident. Moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les agriculteurs comme une population spécifique, réfractaire au changement. Je pense que c'est absolument pas le cas. S'il y a bien une population active qui a complètement changé ses façons de faire de manière radicale, c'est bien les agriculteurs. Donc, les voir comme des réfractaires au changement, je pense que c'est un peu illusoire. Le dernier chiffre sur l'agriculture bio montre qu'il n'y a pas forcément un frein au changement, que les pratiques évoluent. Alors sur l'utilisation des pesticides, il y a quand même effectivement... on va voir si ça va être vrai longtemps. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en ce moment, un petit peu du fait de cette médiatisation, du fait de cette mise en cause publique plus forte, du fait de l'existence des associations de victimes. Il est beaucoup plus aisé, à mon avis, dans le milieu agricole même, qu'il y a 10 ans, de critiquer ouvertement, de partager en tout cas publiquement ses doutes sur la dépendance à la technologie pesticide. Le message que j'aurais à faire passer aux agriculteurs et donc du coup à leurs organisations syndicales, c'est essayer de sortir un petit peu des positions politiques, les rôles politiques traditionnels qui ont contribué à construire la modernisation de la France pendant 30 ou 40 ans et qui sont peut-être plus tout à fait actuels aujourd'hui. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur le domaine des pesticides et leur lien avec la santé. C'est vrai que c'est une question qui m'a préoccupée compte tenu du peu d'études qu'il y avait dans le domaine de la santé publique concernant le milieu agricole. Donc les pesticides, ce n'est pas une seule chose, c'est à la fois des fongicides, des herbicides, des insecticides. La France est un pays fortement utilisateur de pesticides qui se place dans les premiers rangs en Europe et même à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une étude en particulier qui peut apporter des preuves, mais c'est un ensemble de données qui aujourd'hui peut permettre de classer les pesticides par rapport aux maladies en niveau de preuve fort, moyen ou faible. Donc, les niveaux de preuve sont en fait déterminés à partir d'un ensemble de paramètres et notamment sur la force des liens qu'il y a entre les maladies et les expositions. Par exemple, pour certains cancers comme les lymphomes malins non-hodgkiniens ou les myélomes multiples, le niveau de preuve a été considéré comme fort et il en est de même pour la maladie de Parkinson et aussi pour le cancer de la prostate. Donc la prévention, c'est un phénomène compliqué qu'on ne peut pas simplifier en disant qu'il suffit de porter des gants et de porter un masque pour se prémunir des expositions. La question de la protection individuelle est un sujet qui demande à être vraiment réfléchi et adapté aux contraintes des agriculteurs. Il y a eu peu d'études développées sur le terrain en France pour connaître les niveaux d'exposition des agriculteurs. On sait très bien que cette exposition ne se produit pas uniquement lors des journées de traitement, mais aussi lorsqu'on revient dans les champs pour travailler au contact des végétaux qui ont été traités, mais également éventuellement plus à distance encore de ces traitements lors des récoltes. Donc la diversité des substances utilisées est variable en fonction des cultures, mais on sait que par exemple sur une année donnée, un viticulteur peut avoir utilisé peut-être une vingtaine de matières actives différentes et que l'année suivante, d'autres matières actives seront encore utilisées. Donc c'est difficile de comptabiliser avec précision, mais on sait que sur une vie entière, les molécules auront été très nombreuses et très diverses.
Pour les chercheurs, il y a encore beaucoup de travail à poursuivre. Pour les agriculteurs, je pense que c'est important qu'ils mènent aussi leur démarche pour une reconnaissance de leur maladie, ce qui permet aussi de faire avancer plus généralement la cause qui est de lutter contre les pesticides. Je m'appelle Dominique Potier, j'étais agriculteur en Meurthe-et-Moselle, dans le Toulois. J'ai toujours eu des engagements associatifs dans le domaine de la culture, de l'action sociale, mais également dans le monde paysan. En 2012, je suis devenu député et bien sûr j'ai porté toute cette expérience de militant associatif, de paysan engagé et d'élu local. Tous ceux dans la génération passée qui ont souffert d'une forme de désinvolture, d'une forme d'incurie publique. Ce sont les phytovictimes, ceux qui ont été victimes à un moment donné dans l'exercice de leur métier, de paysans ou de membres d'une famille, d'un agriculteur qui utilisait ces produits chimiques. Ils ont été victimes dans leur chair, dans leur corps et souvent dans leur âme de ces produits chimiques. Les premières alertes, elles commencent à partir des années 74-75. On commence à se dire qu'il y a un lien de causalité, il y a une suspicion. Il va falloir attendre 2008-2009 pour que de véritables plans de prévention se mettent en œuvre. Dans toute cette période intermédiaire, il y a une responsabilité collective, à la fois des firmes de phytopharmacie, de l'État et de nous tous, de la société. Et dans cette irresponsabilité collective, il y a des victimes. Il y a 10 000 personnes qui peuvent être concernées potentiellement par une maladie. Personne ne sait exactement le nombre de victimes. Mais toutes les études d'épidémiologie confirment qu'il y a, sous des formes diverses, des pathologies qui sont récurrentes et qui sont liées à cet usage de la phytopharmacie. Nous pensons que, comme pour le drame de l'amiante, il faut qu'il y ait un mouvement exceptionnel. C'est l'idée de la création d'un fonds d'indemnisation des phytovictimes. Et nous espérons avoir une extension de ceux qui ne sont pas couverts aujourd'hui par ces régimes d'assurance maladie ou d'accident du travail. Et ce fonds, il doit venir de 3 sources à notre avis. Il doit venir bien sûr des assurances agricoles qui sont prêtes à contribuer et à prendre leur part aujourd'hui, mais il faut un effort de l'État, parce que l'État a défailli à un moment donné, il n'a pas été à la hauteur des enjeux, il y a eu un retard de la prise en compte de ces sujets, mais il nous semble que ceux qui doivent être les premiers contributeurs à cet effort de réparation, c'est ceux qui, dans cette période-là, ont tiré un profit économique, je pense aux firmes de phytopharmacie, qui doivent contribuer à cet effort de réparation toujours insuffisant pour lequel nous nous battons aujourd'hui. Donc le fonds, c'est non seulement la justice pour toutes les victimes du passé, mais le fonds d'indemnisation, c'est également une manière pour la société de s'organiser pour préparer la sortie des pesticides et une nouvelle agriculture.